Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette sixième édition des webinaires organisés par OPO. Depuis le début de cette crise, nous avons réalisé une enquête et nous essayons de répondre le mieux possible aux préoccupations des industriels par rapport à cette situation de crise et puis bien sûr pour préparer l'après-crise et le rebond. Lors de ces enquêtes, vous nous avez parlé de vos préoccupations du moment, notamment la trésorerie, revoir son offre, les RH, le footprint. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le digital, n'est pas ressorti du coup comme un thème prioritaire dans la période de crise. En revanche, vous nous avez tous dit que c'était un facilitateur pendant la crise et qu'il avait été un facilitateur pour ceux qui avaient bien réussi à l'utiliser et que c'était potentiellement un accélérateur surtout de la sortie de crise derrière. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sous le thème de comment débloquer le potentiel lié au digital pour bien rebondir en sortie de cette crise. Et on verra qu'un un des enjeux, c'est de faire rentrer tout simplement le digital dans l'ADN de l'entreprise et que ce soit même plus un sujet ou même plus vu comme un levier à terme, comme l'a été par exemple, on verra tout à l'heure, la qualité dans les années 80 qui est rentrée petit à petit dans l'ADN des entreprises, qu'à terme, le digital, ça fasse partie de l'ADN et que ce soit l'utilisation des données qui devienne un levier plus que le digital lui-même. Alors, il y aura 4 étapes dans le webinaire. On commencera par rentrer un peu dans le contexte et voir comment Covid a un peu accéléré les choses, notamment. Ensuite, on rentrera dans ce qu'on appelle la bascule, qui est une première forme de transformation. Une autre forme de transformation plus profonde, plus impactante, qui est ce qu'on appelle TechOps. Et ensuite, on reviendra sur les facteurs clés de succès qui permettent de bien réussir sa transformation digitale dans les opérations. Pour animer ce webinaire, nous serons 5 personnes, comme vous le voyez. Je suis Michael Valentin, je suis un des associés de OPO et OSS Venture Builder. Et je serai accompagné à la fois de Frédéric Sandeil et Antoine Toupin, qui sont deux associés d'OPO, de Clément Niesen, qui est un chef de projet senior chez OPO, et de Renan Devilliers, qui est le CEO de OSS Venture Builder. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, comme je le disais, ce webinaire s'inscrit dans une séquence de conférences et de webinaires. Dans 2 semaines, nous aurons un nouveau Démo Days, qui est une webconférence où on organisera un certain nombre d'industriels, d'institutionnels, de startups pour parler des sujets notamment du futur et du nouveau modèle industriel. Et on aura ensuite un module sur le Green qui aura lieu le 17 juin et puis un module sur la planification agile qui aura lieu mi-juillet. Comme je vous le disais, nous aurons donc 4 temps dans cette présentation qui sera découpé en 2, 25 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses, et à nouveau 15 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Et donc, j'en profite pour parler du chat et des questions. Vous avez à droite de votre écran un chat et des questions. N'hésitez pas à interagir avec nous. Renan et Antoine répondront à vos questions au fil de l'eau et nous prendrons ce temps donc d'échange plus formel oral au bout de 25 minutes et ensuite au bout d'à peu près 40 minutes. Alors, si on attaque, donc on va commencer par le contexte. Donc, pour commencer, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, quand on parle de transformation digitale dans l'industrie, on parle d'un très, très gros montant de CAPEX. Ça, c'est une étude qui a été faite par PwC avant Covid qui montrait qu'il y avait à peu près 1 000 milliards qui allaient être investis sur ce sujet-là dans les années à venir jusqu'à 2022. Donc, ce chiffre sera bien sûr à revoir suite à Covid. Mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est un sujet qui est majeur parce que 1 000 milliards, c'est quand même la moitié du PIB de la France. Et ça va générer environ 15 à 25% de la croissance du PIB industriel d'ici à 2025. Quand on regarde un peu plus dans le détail, on voit qu'il y a plusieurs types de sujets. Il y a à la fois des sujets qui sont très structurants pour l'entreprise, qu'on a appelé des sujets business, donc revoir son modèle d'affaires, innover en rupture, diversifier son offre. Et puis, on a des sujets qui sont plus des sujets de compétitivité, qui est comment est-ce qu'on utilise le digital pour faire mieux, comme on utiliserait du CAPEX pour investir sur une machine, par exemple, et pour améliorer sa compétitivité de terrain, à la fois sur des choses traversantes comme de la réactivité, de la traçabilité, et sur des choses assez locales, comme de l'agilité, de l'efficience de terrain, de la pénibilité, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur le bas, les leviers qui sont liés à la compétitivité. Et donc, on va parler de comment est-ce que le digital peut contribuer à améliorer la compétitivité dans cette période de sortie de crise. Alors, ceci étant dit, quand on rentre dans une usine, et c'est le retour qu'on a souvent des start-upers de OSS Venture, notre partenaire qui crée des startups, on a un sentiment de très gros décalage entre des flux très complexes, des machines très complexes, un niveau technologique qui est très abouti. En fait, c'est probablement l'usine, le lieu qui arrive le mieux à faire coïncider la technologie et l'homme dans un même endroit et de manière très, très rapide et avec une amélioration qui va très vite. Et un décalage très fort avec les outils digitaux qui sont utilisés
par les équipes, par les opérateurs, par les managers, par les techniciens, etc. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, on est en train de vivre le 1980 de la donnée. Si on fait le parallèle avec la qualité, il va se passer ce qui s'est passé, grosso modo, avec la qualité dans les années 80, dans les années 2020 pour le digital. Donc, pour la qualité, si on regarde ce qui s'est passé en 80, au départ, c'était surtout l'affaire d'experts. On avait les normes ISO, en fait, qui étaient mises en place par des super experts. Et petit à petit, la qualité est rentrée dans l'ADN de toutes les fonctions, dans tous les standards, dans tous les process, et c'est devenu le quotidien de chaque manager de terrain d'utiliser la qualité comme un indicateur de base et d'aller chercher les causes racines des problèmes pour s'améliorer. Sur le digital, on va avoir le même mouvement qui va se faire, qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gros ERP très rigides avec des directions des systèmes d'information qui, grosso modo, sont des super experts. Et petit à petit, la donnée va se démocratiser, va rentrer dans les mœurs de chaque fonction. Le DSI va devenir un CTO. Et en fait, chaque manager à terme de production pourra avoir accès à ces données, créer ses propres applicatifs, avoir accès à du design pour créer de l'usage sur le terrain et grosso modo améliorer son process grâce au digital, comme il utilise aujourd'hui ses machines et ses outils. Le digital fera tout simplement partie de la boîte à outils de base de chaque manager de terrain. Alors tout ça, c'est a priori joli. Simplement, pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut notamment réussir à ouvrir le capot. C'est ce qu'on appelle ouvrir le capot du gros moteur qui est aujourd'hui le digital, souvent tenu par des ERP. Ici, vous avez une représentation qui a été proposée par Gartner, qui explique un peu l'évolution qu'on a depuis 90 des gros systèmes informatiques et de l'architecture IT des grosses entreprises industrielles. Au départ, dans les années 90, on avait surtout une application par sujet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un besoin, on allait mettre en place un applicatif qui répondait à ce besoin-là, que ce soit de la qualité, des méthodes, de l'ordonnancement, etc. Donc, l'avantage, c'est que c'était très flexible. Les inconvénients, c'est qu'on n'avait pas forcément quelque chose de très intégré, et notamment pour faire le lien avec la finance et des choses très macro de l'entreprise, ce n'était pas forcément évident pour le top management. Du coup, dès la fin des années 90, on a ces gros ERP qui ont commencé à se mettre en place, qui ont permis une intégration forte de la donnée et qui ont permis de structurer notamment beaucoup la fonction financière, les stocks et les fonctions de base des opérations, et qui se sont répandues après à toutes les fonctions de l'entreprise, jusqu'au commerce, etc. Le mouvement qui a lieu depuis les années 2010, c'est de se libérer petit à petit de ces gros ERP vers le post-moderne ERP, c'est-à-dire c'est d'avoir à la fois ces structures de base pour les fonctions vitales, mais d'avoir aussi tout un tas d'applicatifs derrière qui sont agiles et qui sont connectés par ce qu'on appelle des API vers cette centralisation des données, et donc il y a le post-moderne ERP. Et ce vers quoi on va à terme, c'est ce qu'on appelle le data centrisme, c'est d'aller vers un data lake avec des données très structurées, dans lesquelles tout le monde peut accéder, c'est ce que je disais tout à l'heure, et dans lesquelles, grâce à des API, on va aller créer de la valeur sur le terrain de manière très agile au quotidien. Donc c'est bien ça le mouvement dont on est en train de parler. Et du coup, avec Covid, beaucoup d'entre vous nous ont dit on est passé finalement de 2000 à 2010, voire à 2020. On a commencé, on a accéléré ce mouvement qui était en route avant même la crise du Covid. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur, quand on regarde les croyances qu'on a depuis une dizaine d'années et puis qui étaient avant le Covid, c'est en gros le digital, c'est quand même assez cher, c'est des gros investissements. Quand on met en place un ERP, c'est souvent 2 ans, souvent plusieurs millions, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, mais parfois plusieurs millions d'euros. C'est long, c'est des gros cycles, ce qu'on appelle des gros cycles en V, c'est-à-dire qu'en termes de projet, c'est pas agile et on va tout mettre en place d'un coup et ça sollicite très fortement les équipes managériales. Et c'est aussi un sujet d'expert. On a besoin d'intégrateurs, on a besoin de plein de compétences qui sont externes à l'entreprise et qu'on maîtrise pas forcément. Avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on se dit qu'on n'a plus de CAPEX, en fait. On n'a pas le temps. Clairement, on n'a pas le temps parce qu'il y a certaines entreprises qui sont clairement menacées. Et de toute manière, il faut aller vite. Et on n'a pas forcément accès aux bonnes compétences. Et on s'est rendu compte, ceci dit, qu'on était capable de mettre en place des solutions très vite. Beaucoup d'entre vous nous ont dit, en fait, on a installé Teams, on a installé Zoom, on s'est au départ organisé autour de cercles sur WhatsApp, et puis après, on a pris Slack. Et en fait, on a mis en place des solutions agiles très vite. On a vu que le SaaS, finalement, c'était quelque chose qui était facile à intégrer, que ça coûtait pas cher, que c'était en fait quelque chose qui rendait libre parce qu'on peut se désabonner très vite. Et puis, on a aussi des facteurs conjoncturels qui font qu'avec la crise, malheureusement, il y a tout un tas de compétences qui vont être remises sur le marché. On voit que Uber récemment a libéré tout un tas de data scientists et que ça va rebattre les cartes aussi de l'accès à la compétence qui potentiellement va redevenir plus facile qu'elle n'était avant crise. Et donc, tout ça pour dire que on arrive dans un paradigme qui a un peu bougé, c'est-à-dire que c'est la fin du CAPEX. Donc, on va plutôt aller vers des solutions qui coûtent pas cher et qui sont rapides à mettre en place. Et c'est la fin du cycle en V. Donc, on va plutôt vouloir
mettre en place des choses qui mettent quelques jours ou maximum quelques semaines pour avoir de l'impact. Alors, ceci étant dit, pour transformer en profondeur l'entreprise, ce n'est pas si simple. Il y a au moins, à notre avis, 4 écueils auxquels on va répondre derrière par les approches qu'on propose. Le premier écueil, c'est d'avoir une approche qui n'est pas systémique. Par pas systémique, on appelle le fait, par exemple, de ne travailler que justement sur l'IT et de ne travailler que sur le système sans prendre en compte la dimension terrain et les pratiques de terrain. Le fait, par exemple, de faire des POC sur le terrain, mais de ne pas intégrer directement le passage à l'échelle et donc comment est-ce qu'on rentre les nouvelles pratiques dans l'ADN de l'entreprise, ce sont des risques qui sont souvent évoqués par pas mal d'entre vous et du coup aussi des risques de démotiver les équipes pour derrière passer sur une transformation complète. L'écueil numéro 2, c'est sous-investir dans les compétences. Les compétences sont évidemment fondamentales et en fait de croire que ça va être compliqué. Aujourd'hui, la plupart des équipes de terrain, il y a des gens qui n'ont pas forcément les diplômes, mais qui sont hyper intéressés par le digital et qui eux-mêmes à la maison vont être capables de coder ou d'avoir accès à des outils qu'ils n'auront pas accès dans l'entreprise. Et donc, il ne faut pas hésiter à leverager ces équipes et à travailler surtout sur ce qu'on appelle un UX, c'est-à-dire une expérience utilisateur qui soit intéressante et pas uniquement sur le hardware, c'est-à-dire des machines hyper connectées, mais bien l'expérience que l'homme fait dans l'usine de tous ces outils-là. La troisième écueil, c'est d'avoir une approche inverse, c'est-à-dire trop top-down, inverse à la première. On voit beaucoup notamment de groupes qui se perdent dans des stratégies qui sont définies très longtemps sans impliquer le terrain, souvent en salle pour revoir l'architecture IT et qui prennent longtemps et qui aussi sont démotivantes parce qu'ils ne vont pas forcément être sur ce qui crée de l'impact de terrain et donc qui à la fin vont pas forcément déboucher sur de l'énergie et de la motivation pour aller chercher ce qu'on avait sur le lean pendant un tas d'années, c'est-à-dire l'amélioration par le bas ce sont ceux qui sont sur le terrain qui savent en fait comment améliorer la compétitivité. Quatrième écueil, c'est les blocages qui sont réels et qui sont liés à l'héritage de l'IT. En fait, le secteur industriel a été un des premiers à s'équiper des gros systèmes. Et aujourd'hui, le système finalement pâtit de sa dette technique. C'est-à-dire que switcher maintenant de ces gros systèmes vers des briques agiles, ce n'est pas forcément évident. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'ouvrir le capot, il faut avoir le courage finalement de casser cette sorte de cathédrale qu'est le RP pour se dire que c'est possible de reprendre le contrôle de ces données et de recréer de la valeur et que c'est comme ça finalement qu'on va réussir à passer vraiment au monde d'après. Alors pour répondre à ces écueils, on propose une approche avec 3 dimensions et 2 niveaux. Les 2 niveaux, local, global, permettent de répondre aux 2 points que j'évoquais tout à l'heure. Si on est trop local, on va avoir l'enfer d'époque. Si on est trop global, on risque d'être uniquement sur un sujet de top management et de pas impliquer finalement le terrain. Et les 3 dimensions permettent d'avoir une approche systémique qui travaille à la fois sur, bien sûr, la dimension tech et design, mais aussi de travailler sur les pratiques de terrain, les pratiques managériales et d'intégrer les compétences dans la démarche pour avoir une transformation qui soit profonde et qui amène sur un nouveau système de production qui comprenne à la fois les briques de flux, de qualité, les briques classiques de standardisation d'un système de production, mais en plus de ça, une sorte de add-on qui est toute la brique digitale et technique, l'architecture IT et les solutions de terrain qui font partie intégrante du nouveau système de production. Alors, on va maintenant passer à l'approche et notamment la séquence pour transformer. Donc, on voit qu'il y a 6 dimensions, mais comment est-ce qu'on intègre ces 6 dimensions dans le temps pour transformer une entreprise industrielle? Alors, il y a 3 niveaux pour faire une transformation. Le niveau le plus terrain et le moins impactant, c'est ce qu'on appelle le POC, c'est-à-dire c'est tester un nouvel usage sur le terrain. L'inconvénient de ce niveau-là, c'est qu'on est sur quelque chose qui est certes, qui peut être parfois rapide, mais qui a du mal à passer à l'échelle, qui est peu managérial et qui va souvent être peu impactant pour l'entreprise. Pour bien réussir sa transformation, on propose, nous, deux méthodes de transformation qui sont beaucoup plus transformantes. La bascule digitale et TechOps. Bascule digitale qui va être présentée par Frédéric à l'instant, qui est, comme on va le voir, quelque chose qui prend quelques semaines. Et puis TechOps qui est quelque chose de plus profond, plus impactant et qui va rapporter plusieurs dizaines de points d'efficience souvent sur l'entreprise. Donc, la différence entre les deux, c'est que la bascule digitale, c'est quelque chose qui permet d'aller très vite et qui, en quelques semaines, va générer suffisamment d'énergie dans les équipes pour qu'elles aient envie de continuer et mettre en place des solutions existantes, comme on a pu le faire pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, vous avez tous installé rapidement des Teams, des Zooms, etc. Donc, d'installer l'équivalent de ces briques-là, mais de terrain, et qui permet derrière, éventuellement, de déboucher sur une transformation beaucoup plus profonde que nous, on appelle TechOps, qui là dure typiquement sur un périmètre d'une centaine de personnes qui va durer à peu près 15 semaines, qui elle est structurée autour d'un gros diagnostic
qui ensuite passe par un passage à l'échelle et un SMH dans toute l'entreprise. Donc, on va commencer par détailler la bascule digitale et puis dans un deuxième temps, on détaillera TechOps. Et je passe la main à Frédéric. Bonjour à tous. Donc, la bascule digitale répond à plusieurs objectifs en fait. Le premier, c'est que déjà, elle permet de se rapprocher du temps réel en termes de pilotage de performance. Et ça, c'est un sujet important, d'autant plus en ce moment où la variabilité est très très forte et où il faut se rapprocher à tous les niveaux hiérarchiques de plus en plus vers du temps réel. D'autre part, elle répond aussi aux contraintes sanitaires puisque ça permet l'accès à distance à l'information, ça permet le pilotage en remote. Donc ça, c'est un deuxième élément très important. Et le troisième, c'est que de manière générale, c'est un point d'entrée vers la performance, c'est-à-dire avoir un système de management qui fonctionne avec les bonnes données pour avoir les bonnes discussions avec les bonnes personnes au bon moment. C'est souvent un sujet qui, en soi, sans même travailler sur les activités terrain, permettent d'améliorer la performance parce que ça accélère la résolution de problèmes, ça permet d'être beaucoup plus factuel dans les discussions. Donc, en fait, c'est pour ces trois raisons, c'est un sujet très important, d'autant plus en ce moment. Et on souhaitait répondre à ça par quelque chose qui soit à la fois un point d'entrée vers la transformation digitale et opérationnelle, mais aussi quelque chose qui soit qu'on peut très facilement passer à l'échelle sur l'ensemble de l'organisation. Donc, ce que vous voyez, c'est une approche assez simple et surtout très, très courte et très agile, où en quelques semaines, on est capable, à travers un design très, très court des solutions qu'on va mettre en place et puis comment on va les intégrer en 1 ou 2 jours, de cadrer quel est le design des solutions qu'on veut mettre en place. Une mise en place très rapide en 3 semaines où on fait également la partie coaching, montée en puissance des utilisateurs de ces solutions-là, et terminer vers une ouverture qui est le 360, qui est finalement de se dire, bon, on a pris cette porte d'entrée autour du pilotage de performance, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets clés qui vont toucher les opérations et le digital, qui sont des freins aujourd'hui pour la performance de l'entreprise et qui ne sont pas adressés par cette bascule digitale. Donc voilà les 4 étapes. Les 3 étapes, pardon. Si tu peux passer à la première, Michael. Voilà. Donc, l'étape de design, elle consiste à se dire finalement quels sont les outils qu'on va mettre pour arriver à structurer un pilotage qui permet à la fois d'être performant d'un point de vue horizontal sur le terrain, c'est-à-dire qui regroupe des outils clés de la performance comme remonter les irritants, remonter les problèmes, animer des revues de performance, faire des tours de terrain. Donc ça, c'est vraiment la partie horizontale. Et également, comment on arrive à adresser des sujets qui sont plutôt des sujets de middle management, soit chef d'équipe, soit au-dessus, à travers des applications qui permettent de faire de la gestion de polyvalence, de l'ordonnancement et du PDP. Donc, il y a des solutions en SaaS, donc Fabric, qui permet complètement de faire cette horizontalisation sur le terrain du pilotage de performance, Mercatim, qui permet de gérer la polyvalence avec des infos qui sont beaucoup plus proches de la réalité du terrain que ce qu'on peut avoir sur des outils plus RH, Oplit, qui permet de faire du PDP et d'avoir la bonne vision pour la prise de décision en routine PDP. Donc ça permet déjà d'adresser une grosse partie du pilotage de performance nécessaire au niveau du terrain des fonctions support. Et derrière, l'idée est également de pouvoir adresser les couches hiérarchiques supérieures. Dans ces cas-là, on a besoin souvent de récupérer de l'information qui vient des outils terrain, donc qui peuvent venir par exemple de Fabric, de ce que loguent les opérateurs en termes de problèmes, de résolution de problèmes, mais également des informations qui sont plutôt dans les systèmes SAP. Et là, la solution, c'est vraiment de créer des tableaux de bord via notamment Tableau, qui permet de requêter à la fois dans les outils SaaS type Fabric, Mercatim, etc., mais dans des outils plus legacy type SAP, pour pouvoir construire
les bons tableaux de bord de pilotage à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment en quelques jours arriver à se dire c'est quoi ma cible en termes d'outils et comment j'intègre ça localement pour avoir un pilotage à la fois horizontal et vertical. Si tu peux passer, ouais, super. Donc, un petit zoom justement sur la puissance du BI. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller au temps réel à tous les niveaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir des outils qui sont plus terrain où là, le temps réel est évident. Cela dit, le patron de site, le directeur de prod, ils ont besoin de plus en plus d'avoir des chiffres consolidés à leur niveau. Ce n'est pas forcément les mêmes indicateurs que ce qui est regardé sur le terrain. Donc, c'est là où la partie Power BI, enfin les solutions BI en général, vont permettre de requêter les données dans les bases qui viennent soit des outils terrain, soit des systèmes plus legacy, pour arriver à donner l'info en temps réel, fluidifier le partage d'informations et surtout être un vrai support pour les revues de performance au niveau du dessus du terrain, donc, par exemple chef de production, responsable de production ou directeur de site, voire même au-dessus. Voilà. Du coup, ce qu'on voit comme livrable, hein, parce que l'idée est vraiment d'avoir quelque chose qui est installé au bout de quelques semaines. C'est d'avoir ces 3 solutions qui soient en place. Donc, on parle d'Opli, de Mercatim et de Fabric. C'est des solutions qui sont très simples à paramétrer, qui sont vraiment construites sur l'usage, donc le transfert de compétences pour arriver à faire monter les opérateurs, les fonctions support, la direction de site sur ces outils. C'est la base du développement de ces solutions-là. Il y a une véritable liberté parce que c'est par abonnement, donc on est dans un mode vraiment où on teste. Elles ont toutes les certifications de sécurité nécessaires. Donc, ça permet d'être très, très libre, très rapide et d'être capable de tester, du coup, en 3-4 semaines, quelque chose qui non seulement montre de l'impact très rapidement, mais derrière, le passage, c'est pas un POC, le passage à l'échelle est très facile puisqu'il suffit de dupliquer ce paramétrage et cette montée en puissance aux différents endroits de l'usine pour être capable de déployer. Voilà, tout ça pour finir sur le 360. Donc, le 360, c'est vraiment ouvrir le débat. Là, on a un angle d'attaque qui est vraiment système de pilotage à tous les niveaux. Ça couvre absolument pas tous les sujets. C'est-à-dire, il y a des sujets digitaux qui vont vraiment être beaucoup plus transverses que ce pilotage qui est une somme de pilotage locaux, hein. Typiquement de la traçabilité, des sujets qui sont liés à la chasse au gaspillage. Ça ne permet pas non plus de traiter de l'amélioration de performance au sens chasser les gaspillages sur le terrain. Ces sujets-là peuvent nécessiter des use cases digitaux très spécifiques et à très, très fort impact. Également, ça n'adresse pas, au-delà de l'utilisation de ces outils, l'évolution des compétences et la liberté que peut apporter une transformation plus profonde autour de donner des compétences de développement en low-code, no-code aux équipes pour qu'ils soient dans l'amélioration continue, pas simplement sur leurs outils industriels, mais aussi sur leurs outils digitaux. Donc, l'idée est vraiment d'ouvrir sur un 360 et de se dire la prochaine étape, c'est certainement de passer à l'échelle sur la bascule digitale, mais ça peut être beaucoup plus profond et aussi beaucoup plus impactant s'il y a besoin de travailler aussi la chasse au gaspillage, par exemple, et des sujets plus transverses. Merci Fred. Je vais reprendre la main du coup et comme disait Frédéric, du coup l'idée c'est dans la suite, c'est qu'on parle de la transformation profonde qu'on appelle TechOps, qui permet justement soit à partir de cette bascule, soit à partir d'un point de départ qui est un enjeu business fort, d'aller transformer en profondeur sur les 6 dimensions qu'on a vues tout à l'heure et d'obtenir un gain qui est significatif, que ce soit en termes d'efficience, de réactivité, d'agilité, etc. Comme vous voyez, la transformation TechOps comprend plusieurs étapes. La première chose, c'est de bien cadrer et notamment de se mettre d'accord non seulement sur l'enjeu principal, mais aussi sur l'équipe. Donc, on va revenir dessus. Quelle équipe il nous faut pour
pour bien transformer. Ensuite, une étape de diagnostic qui est proche de ce qu'on faisait dans les diagnostics de transformation opérationnelle pure, mais avec un diagnostic supplémentaire sur la partie architecture IT et sur le terrain, sur les gaspillages notamment liés à tout ce qui est digital et les rigidités associées à tout ce qui est digital. Ensuite, une partie de mise en œuvre, avec souvent qu'on commence par un pilote qui permet de tester à la fois l'aspect local et global sur un périmètre managérial bien défini, et puis une partie de passage à l'échelle. On va rentrer dans toutes ces étapes. Alors, la première chose, c'est le cadrage. Le cadrage, il se fait en travaillant sur les compétences qui vont permettre de transformer en profondeur. Donc, dans une transformation classique et opérationnelle, on a ce qu'on appelle des agents du changement qui permettent de faciliter le changement dans la transformation. Ici, on va rajouter 3 compétences de plus qui sont liées au monde digital. Le premier, c'est le product manager. Ensuite, on a le designer et le développeur. Dans ces compétences-là, qu'on ne va pas détailler de manière très fine, en fait, on a une partie des compétences qui peuvent être achetées, notamment le design et le développement. Souvent, on peut le faire en travaillant avec des externes. Ce sont des compétences qui sont potentiellement chères et qu'on ne va pas utiliser à 100%. Donc, il est intéressant de les intégrer uniquement si derrière, on a un passage à l'échelle qui est important et sur un périmètre important. En revanche, la compétence qu'il faut développer de manière pérenne, c'est le product manager, qui est un hybride de l'agent de changement classique sur les opérations, donc qui va travailler sur la dimension managériale, opérationnelle et sur les comportements des équipes, et qui, en plus de ça, va avoir la connaissance suffisante de l'architecture IT et des solutions digitales pour être capable d'aiguiller les équipes de terrain vers des solutions qui sont utilisées et qui permettent de créer de la compétitivité derrière. Une fois qu'on a défini l'équipe, l'idée, c'est de rentrer dans un diagnostic qui va ressembler, en fait, j'avais une question dans le chat tout à l'heure sur est-ce que c'est proche ou pas d'une approche Lean. En fait, on a des similitudes très fortes entre l'approche TechOps et l'approche Lean. On va notamment faire de la chasse au gaspillage, mais avec des gaspillages qui sont des gaspillages renouvelés par rapport à ce qu'on avait dans le Lean et qui vont à la fois comprendre des gaspillages physiques, donc visibles, qui sont ceux que vous avez en bas à gauche, et des gaspillages qui sont par définition invisibles puisqu'ils sont liés à tout ce qui est digital. Et pour vous donner quelques exemples de gaspillage qu'on peut observer, vous avez des exemples écrits à côté de chacun d'entre eux, hein, mais dans la crise du Covid, par exemple, les gaspillages qui risquent d'émerger et qu'il va falloir traiter, c'est par exemple le fait que la distanciation sociale peut accentuer les silos. Donc, comment est-ce qu'on fait avec le digital pour, malgré les silos, malgré le fait qu'on n'est pas tous au même endroit, par exemple, pour travailler, malgré le fait qu'on a souvent maintenant des plexiglas entre les postes de travail, etc., réussir malgré tout à avoir un dialogue qui soit solide et à créer de la valeur ensemble, donc grâce notamment au digital. Un autre gaspillage qui peut être très pénalisant dans la période, c'est l'indécision. Le fait d'avoir des gens qui ne sont pas colocalisés, ça peut freiner les processus et ça peut générer des décisions qui sont lentes. Or, on sait très bien que dans la période, tout va très vite, la demande est très volatile et donc il faut être capable de décider très vite. Autre gaspillage encore pour illustrer, ce sont les données qui peuvent être inexploitées parce qu'en fait, souvent, beaucoup d'entre vous nous ont dit que dans la période, les données qui viennent notamment des EDI, donc des échanges automatiques d'informations entre les clients et les fournisseurs, sont fausses, puisque les plans de demande sont faux. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour bien exploiter les données qui viennent des commerciaux et d'aller les connecter directement à tout le système de planification et d'ordonnancement de l'usine? Sur la partie physique, on va avoir un risque d'accentuation de la bureaucratie, puisque bien sûr, par le Covid, on a tout un tas de normes qui sont en train de sortir pour des aspects sanitaires, etc. Comment est-ce qu'on fait pour que ces normes n'entravent pas malgré tout l'agilité de l'entreprise et se fassent de manière agile avec les équipes notamment et dans des standards qui soient compris par les équipes. Donc, ces 8 gaspillages permettent d'avoir une clé de lecture de la performance de terrain et de dégager du coup des solutions derrière pour aller améliorer la performance. En parallèle de ces gaspillages, on va aller chasser les rigidités et les variabilités, tout comme dans un diagnostic Lean. Hein. Donc, avec un outil qui est une VSM, Value Stream Mapping, qui permet de cartographier les flux, qui va permettre d'identifier des rigidités, comme par exemple des temps de changement série qui sont longs, des horizons de planification qui sont fermes et qui sont compliqués du coup à adapter. Mais on a aussi la même chose sur la partie digitale. On a un parfait parallèle entre la partie digitale et la partie opérationnelle, avec ce qu'on appelle le plan d'occupation des sols, qui consiste à mapper toute l'architecture digitale qu'on a avec les différents besoins business qu'on peut avoir, que ce soit des solutions pour gérer les RH, pour gérer la traçabilité, gérer les plans, gérer la production, etc. Et regarder quelles sont les rigidités qu'on a dans cette structure-là. Souvent, les problèmes qu'on a, c'est des problèmes d'interconnexion. Dès qu'on veut toucher, par exemple, à une des briques, c'est très compliqué parce qu'on a tout un tas d'interconnexions qui n'ont pas forcément été pensées, qui sont des couches qu'on a ajoutées petit à petit et qui font qu'en fait, adapter l'architecture IT de l'entreprise, c'est long, c'est compliqué et on a tendance du coup à ne pas le faire. Et donc là, l'idée, ça va être de mapper, à la fois mapper les flux physiques, mapper les flux digitaux à l'architecture IT pour être capable de sortir tout un tas de rigidités et de variabilités
qu'en adressant, qui vont permettre en adressant ces points-là d'améliorer la performance et la compétitivité. Une fois qu'on a fait ça, on peut sortir une vision. La vision va se faire tout simplement. La vision va se faire tout simplement sur 3 sujets. Sur les 3 dimensions qu'on a vues tout à l'heure, à la fois les opérations, les hommes et le digital. Et on va partir à chaque fois de quelle est la situation actuelle. Donc, typiquement, par exemple, on passe 10% de notre temps à remplir des Excel. On a tout un tas de petits outils qui ont été recréés sur le terrain sous Excel, sous PowerPoint, sous Word, d'outils papier qui sont en dehors des systèmes. Donc, ça, c'est la situation de départ. Et vers quelle situation on veut aller? Donc, pour embarquer les équipes, quel est l'objectif qu'on se donne dans 6 mois? Typiquement, c'est d'avoir l'IT qui est complètement imbriqué dans les opérations, d'avoir par exemple un TRS qui est piloté typiquement sur le terrain par les équipes en temps réel, etc., etc. Donc cet exercice de vision permet d'embarquer tout le monde et de se dire vers quoi on se projette à l'avenir sur les 3 dimensions, opérationnelles, les hommes et la tech. Une fois qu'on a fait ça, l'objectif, c'est d'aller chercher des gains, bien entendu. Et on voit sur cette page que les gains peuvent être très significatifs, à la fois sur la partie développement, la partie supply chain production et sur la distribution. On a des gains typiquement, par exemple, de 20 à 30% sur l'efficience, sur la non-qualité, etc., sur la partie time to market aussi. Donc ça, ce sont des gains qui peuvent être locaux dans des unités elles-mêmes, des unités opérationnelles, mais on peut aussi avoir des gains globaux sur typiquement des choses très traversantes comme de la traçabilité, comme de la réduction de temps de passage, de l'amélioration du retard, ou des choses qui sont liées tout simplement au footprint et à l'organisation de la supply chain et à l'organisation des équipes elles-mêmes. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour transformer un COO et un CTO en une fonction qui sont un peu hybrides entre l'industrie et le digital pour avoir en fait une vraie hybridation des équipes sur les 2 fonctions. Voilà, donc le diagnostic débouche donc sur une vision qui va permettre derrière d'embarquer la mise en œuvre. Pour terminer sur cette partie vision, on a souvent la question de comment, une fois qu'on a défini des cas d'usage qu'on veut tester, comment est-ce qu'on fait pour décider si on va acheter des solutions, si on le fait nous-mêmes par des techniques qu'on appelle low-code, no-code, donc en faisant nous-mêmes des outils, ou si on va tout simplement créer des développements internes, développements externes, ou acheter des gros systèmes qu'on appelle des systèmes super vendeurs. En fait, on a une façon de segmenter qui est liée à la criticité du besoin lui-même et à la réplicabilité du besoin, qui permet de choisir justement si on va plutôt partir sur l'une ou l'autre des options. Et donc, ça va être du cas par cas, en fait, en fonction de ce qu'on veut mettre en place, de nombre d'endroits dans l'entreprise où ça va être réplicable. On va décider d'une solution ou d'une autre et on va donc partir sur une mise en œuvre qui va être complètement sur mesure en fonction des besoins et des sujets. Je vais passer la main maintenant à Clément qui va justement vous détailler cette partie mise en œuvre. Alors, avant ça, peut-être, Mickaël, on va reprendre des questions qui ont été posées. On vous en a sélectionné 2 dans un premier temps. Il y en a une qui pose assez bien le problème. Elle a été posée par Éric Jacquelin. Je vous la lis. Au-delà des outils, bien souvent, le problème est la qualité et la disponibilité de la data, ainsi que la compétence d'analyse des paramètres de supply chain, par exemple, même dans des groupes de taille importante. Alors, Ronan va pouvoir détailler un petit peu sa réponse écrite, mais il nous semble que c'est précisément l'objectif des approches qu'on vous décrit, que de traiter ce problème que tu décris, Eric. Ronan, si tu veux peut-être expliquer ta réponse. Oui, en fait, pas grand-chose à ajouter à ce que tu disais, Antoine. Je pense qu'il y a un vrai, comment dire, il y a un vrai savoir-faire sur identifier aussi des cas d'usage et identifier des projets qui vont permettre un impact rapide parce que emporter l'adhésion des équipes est quasiment aussi important que l'impact tout au début, parce qu'il s'agit autant d'avoir du résultat que de prouver que c'est possible et d'emporter dans l'esprit des gens le fait qu'en effet, c'est la nouvelle réalité. Pour ça, en fait, c'est un peu pareil que ce que les usines ont fait avec le lean et la qualité il y a 20 ans, où personne n'y croyait, on ne croyait pas aux petites tailles de l'eau, on ne croyait pas aux standards qualité, on ne croyait pas au groupe de résolution de problèmes. Et il a fallu démontrer rapidement que ça marchait sur des périmètres plutôt petits. Ok. Il y a une question qui vient de tomber sur l'interconnexion entre tous les outils SaaS sur étagère. Je propose de laisser parler Clément pour revenir éventuellement sur cette question à la fin de l'exposé. Et du coup, il y a une question qui portait sur l'investissement. Je vous la lis. L'investissement dans le digital est clé pour relever les enjeux de demain. Mais à l'heure où les CAPEX sont sabrés, comment vendre ces investissements? Il est plus difficile de faire un calcul de renta sur un data lake que sur une machine d'usinage. Les premiers éléments de réponse que j'ai pu donner, c'est que
comme expliqué notamment par Michael, l'approche qu'on vous présente, elle consiste quand même, entre autres, à faire une transition entre le CAPEX et l'OPEX, à passer du CAPEX à l'OPEX. Et l'autre élément pour lequel peut-être, Ronan, tu peux nous en dire plus, l'autre élément de réponse, c'est que vouloir faire un calcul de rentabilité sur une solution digitale, c'est peut-être pas la bonne approche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ronan. Oui, il y a toujours le sujet du ROI et notamment de ROI pour des choses qui sont un peu immatérielles comme un data lake qui est en fait de l'infrastructure. Je remarque que ça fait 2 ans qu'on se balade dans les usines à parler à beaucoup de gens de l'IT. Il n'y a jamais eu un ROI sur un ERP. J'ai envie de dire tant mieux pour les gens qui vendent des ERP. L'approche héroïste, c'est une approche par projet qui est une approche d'industrialisation. L'approche digitale, c'est plus une approche systémique où on voit des gains de système et donc les investissements sont systémiques. La bonne nouvelle, c'est que le digital, surtout avec le software as a service, et aussi de façon assez contre-intuitive, les nouvelles façons de faire des data lakes peuvent se commencer avec très peu de CAPEX. Pour une solution, on va parler de 500 ou 1000 euros par mois, par solution, pour toute une usine. Pour un data lake, entre guillemets, il suffit de sortir sa carte bleue et de commencer petit, de choisir 5-10 points de données qu'on met dans un data lake et ensuite de faire par cercle concentrique à partir de ça. Donc, l'ère du très grand CAPEX est surtout vendue par les gens qui ont un intérêt fort à ce que ça fonctionne comme ça. Ouais, je peux rajouter quelque chose sur la partie ROI. C'est aussi l'avantage d'hybrider les opérations et le digital, c'est-à-dire il y a un aspect vraiment systémique et de conviction de passer à du pilotage digital. Par contre, quand on est sur des use cases très terrain où le but est de chasser des gaspillages, le ROI, il faut le faire porter par la pratique qui va évoluer et qui du coup va générer des gains. Le digital étant là pour permettre la pratique d'exister, pour qu'elle soit robuste, pour qu'elle soit pérenne. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro ROI quand on travaille sur des use cases purement digitaux. Ça veut simplement dire qu'il faut être très, très clair sur qu'est-ce qu'on va améliorer dans les pratiques terrain et qu'est-ce qu'on va gagner comme productivité à travers la nouvelle pratique. Alors, ça fait le lien avec peut-être une dernière question qu'on peut regarder ensemble, celle de Pascal Caillat sur les cas d'usage identifiés au-delà de l'amélioration du pilotage. Frédéric, tu as commencé à répondre. Il me semble qu'on a des exemples de règleurs de machines d'usinage qui, à travers la bascule, ont pu relier directement auprès des méthodes les différents problèmes qu'il s'agissait d'adresser pour augmenter le TRS du parc de machines. Ça, c'est ce que j'appellerais un cas d'usage qui va au-delà du pilotage. Ça embrasse le digital, parce que le pilotage, puisque c'est les tickets de problèmes qui vont être traités collectivement pour améliorer la performance, mais ça vient de la machine, en fait. Je ne sais pas si je réponds à la question de M. Il y a Caillat. des exemples plus loin dans la présentation aussi. Ok, donc on va y revenir. Je vous propose d'enchaîner et je vais laisser la parole à Clément. Okay, merci Antoine. Donc du coup, on va terminer là, sur la partie de l'approche TechOps avec la mise en œuvre et puis localement et puis le passage à l'échelle. Alors, pour parler de la mise en œuvre locale, prenez finalement qu'un exemple. Donc là ici, on est dans un contexte en fait travaux publics avec dans le secteur nucléaire où on partait d'un besoin qui était en fait que les données, par exemple, d'intervention qui étaient captées lors du remplissage des dossiers qui sont obligatoires à chaque intervention, étaient assez peu capitalisés. Et puis, il y avait aussi un sujet de réduction des gaspillages, puisqu'il y avait toute une gestion papier d'impression, de saisie, de recopie des données qui en fait impactait l'ensemble des opérationnels de la planification jusqu'au déroulé des opérations sur le terrain. Donc, pour traiter ce sujet, en fait, dans la mise en œuvre, on n'a pas fait que, effectivement, l'outil digital, c'était une des composantes, mais on a regardé aussi les aspects opérationnels et humains. D'ailleurs, on a plutôt commencé par les aspects opérationnels, puisque un des problèmes qu'on a constaté, c'est que la construction des dossiers, la séquence dont elle était, la manière dont elle était faite, n'avait rien à voir finalement avec comment les équipes sur le terrain remplissaient ces dossiers-là, les informations qu'ils remplissaient. Donc, plusieurs problèmes à ça, hein. Forcément, des données qui sont incomplètes parce que on n'a pas vu la case ou alors c'est pénible à remplir, donc on ne le fait pas. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est redéfinir le standard finalement. Qu'est-ce qu'on veut pour faire un dossier? Deuxième écueil auquel on était confronté,
c'est que l'équipe elle avait eu une mauvaise expérience 3 ans auparavant avec des tablettes. Donc là, on risquait de revenir avec des tablettes pour remplir un dossier sur le terrain. Donc, plutôt que se lancer bien en tête tout de suite à dire bah si c'est bon, on va te mettre une tablette sur le terrain, ça va bien se passer. On a fait tout de suite un prototype de dossier digital en 2 semaines sur une plateforme low-code qui a permis en fait de s'assurer qu'au niveau de l'usage par les opérationnels, bah, finalement ils achetaient le produit et qu'ils allaient derrière l'utiliser. Donc, une fois qu'on avait fait ça, après, pour rendre la solution plus robuste, il y a eu un choix d'une solution qui était en SaaS par l'équipe opérationnelle, donc qui permettait derrière de faire l'industrialisation à plus grande échelle sur ce site-là. Et puis, pour éviter l'effet tunnel, on a fait un déploiement au fil de l'eau. Voilà, donc tout ça, bien sûr, complété par un accompagnement sur le terrain. Donc, dès qu'on fait, faire du digital, en fait, ça implique aussi un accompagnement sur le terrain, comme quand on fait une transformation opérationnelle lean. Donc, cette partie-là reste valable. Et puis, en termes d'impact, si on parlait de ROI tout à l'heure, si on regardait peut-être le ROI simplement de la solution digitale, on pourrait dire, bah oui, je digitalise des dossiers papier, donc je vais juste faire gagner du temps à des gens. Et si on regarde de manière plus systémique, comme le disait Ronan, en fait, le fait de capitaliser sur les temps d'intervention, ça nous permet d'avoir une adéquation, une expression de la charge capacité qui soit plus précise. Et donc, grâce à ces données fiables, de pouvoir prendre des décisions, sachant que chez eux, ils avaient un potentiel de gain de productivité lié à ces sujets-là qui va jusqu'à 30%. Donc, 30% sur une équipe d'environ 300 personnes, c'est sûr que ça va bien au-delà de gagner quelques heures par jour. Donc, maintenant, si on zoome un peu, on va regarder comment finalement on construit un produit que les gens vont avoir envie d'utiliser, puisque dans ce cas précis, effectivement, si les gens n'utilisent pas de produit, on ne récupère pas les données, donc on n'a pas l'impact derrière. Donc, c'est vraiment clé de faire un produit que les gens vont vouloir utiliser. Et l'idée, en fait, c'est de créer une expérience utilisateur qui soit la meilleure possible. Ça se fait par l'alliance de 3 composantes. C'est à la fois de la méthodologie, c'est-à-dire je suis une séquence bien précise qui part de l'observation sur le terrain, comme on le fait dans le Lean, avec ce qu'on appelle la recherche utilisateur. On prototype assez vite pour pouvoir prendre les feedbacks, et puis on teste et on déploie. Et ça, on le fait de manière très rapide, donc d'où l'importance du rythme. Avec un découpage en sprint, on prend dans une séquence d'1 ou 2 semaines, on va cadencer en fait des livrables qui sont des fonctionnalités. On va livrer aux utilisateurs qui peuvent les utiliser sur le terrain à l'issue de chaque sprint. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 à 4 semaines, les utilisateurs commencent à utiliser le produit, même si c'est sur 2 ou 3 dossiers, peuvent déjà commencer à remplir les données. Et puis le dernier point, c'est les outils au service du product manager, dont on a parlé au début, qui est un des profils clés dans la transformation, qui vont lui permettre de dialoguer avec les utilisateurs, que ce soit par des outils de design comme là vous avez un exemple de recherche utilisateur, ou les outils de prototypage, comme je l'ai expliqué auparavant, qui permet de récupérer leur feedback sur l'application que vous développez. Voilà, donc ça vous donne en fait un exemple de mise en œuvre sur le terrain. On intègre toutes les dimensions, que ce soit opérationnelle, digitale et humaine. Maintenant, on a fait un produit sur un périmètre. C'est comment on déplace ça à plus grande échelle. Pardon. Donc, un des points qui est important dans une transformation de TechOps, c'est que certes, c'est une transformation de terrain, mais c'est aussi une transformation au niveau de l'architecture IT et de la gouvernance des données. On parlait tout à l'heure du PDP. En fait, dans le schéma qu'on a souvent actuellement, c'est le schéma de gauche. Donc, on cherche à faire un couple usage data où on a des données qui sont réparties entre des ERP et d'autres systèmes. On ne sait pas toujours qui est le maître. Il y a beaucoup d'interconnexions entre les systèmes. L'IT se bat pour maintenir ça. Pendant qu'ils se battent pour maintenir ça, les utilisateurs, eux, qui ont d'autres besoins, ils sont pas forcément servis. Donc, ils vont créer un shadow IT avec des Excel, d'autres applications que l'IT ne connaît pas, et donc peut pas maintenir l'ensemble de ces usages et de ces données. L'idée, en fait, c'est plutôt de dire, on recentre le travail de l'IT et l'architecture autour d'un cadre qui va être le data lake, dans lequel on va retrouver l'ensemble des bases de données. Et ensuite, les utilisateurs, eux, vont pouvoir mettre les apps qu'ils souhaitent autour de ce cadre qui va répondre à un certain nombre de normes avec des standards
précis sur l'usage des données, et puis également sur des standards techniques pour que justement l'IT puisse facilement connecter ces applis-là au data lake. Et donc, en fait, plutôt que d'avoir une IT qui était à devoir gérer deux aspects qui sont à la fois usage et data, et souvent avec un ressenti utilisateur qui est mais finalement l'IT, ils font leur trou dans leur coin. Là, l'IT a la main sur la partie architecture et data, et les utilisateurs ont la main sur la partie applicative, ce qui les positionne plutôt comme un partenaire qui va donner accès aux données. Donc maintenant, passer de cet état 1 à cet état 2, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, comment on fait finalement pour réconcilier ce déploiement très rapide d'outils à un changement d'architecture structurellement total de l'architecture IT? En fait, il faut le prendre par petits bouts, commencer par le local. Donc, ça se fait en petits cycles en petits projets qui ont un cycle de 3 mois, qui vont s'enchaîner sur des zones très locales, sur lesquelles vous allez répéter un schéma systématique, qui est finalement de très vite créer un produit que les utilisateurs vont avoir envie d'utiliser, qui apporte de la valeur, qui a un impact, mais pour lequel, au début, vous ne savez pas forcément exactement quel va être son impact sur la partie architecture. Donc, pour éviter le problème, on vient faire plutôt une copie de ce qu'on a comme données dans la partie dans les bases de données existantes. On construit l'application là-dessus. Une fois que c'est suffisamment mature, qu'on est clair sur les choix d'architecture, sur les choix techniques, c'est là où on vient remplacer finalement l'ancienne base de données par la nouvelle, et donc le coup de data lake, qu'on évoquait juste avant, il va se construire petit à petit, au fur et à mesure de la transformation. Après, il y a un dernier point qui est important, c'est que OK, on fait localement, OK, on va construire petit à petit, mais il y a une notion aussi de vitesse et de ne pas se perdre dans le passage à l'échelle, puisque par des mauvais choix, on peut soit ralentir, soit créer des coûts qui n'étaient pas prévus initialement. Donc ça va être tout l'intérêt d'avoir une gouvernance qui soit robuste, dans laquelle on va retrouver des éléments plus classiques de transformation, comme les comités de suivi, qui vont garder leur rôle de suivi de la transformation opérationnelle, mais qui vont aussi faire le lien avec la partie de développement de produits en validant les fonctionnalités qui seront livrées pour le prochain sprint. Et il y a également un comité de pilotage qui, lui, va avoir des nouvelles décisions à prendre, c'est-à-dire on ne va pas refaire un comité de pilotage, mais par contre, ils vont avoir des notions de priorisation de produits à faire. Ils vont avoir un rôle de définir la criticité des données. On parlait tout à l'heure de finalement l'IT au niveau de la sécurité, ils sont rarement enclins à donner accès aux données, surtout si on vient les positionner sur des SaaS où les serveurs ne sont pas sur les lieux. Ça, c'est une décision en fait d'entreprise qui remonte jusqu'au top management, de dire finalement quelle est la criticité de mes données, qu'est-ce que j'autorise à sortir en extérieur, voire être en accès libre, qu'est-ce que je garde absolument chez moi verrouillé sous double tour, parce que ce sont des données absolument critiques. Donc, c'est un travail qu'il faut faire et qui incombe au top management. Parce qu'une fois que ce cadre est fixé, c'est là où justement vous pouvez libérer le potentiel des utilisateurs qui derrière peuvent mettre des solutions en lien avec ce cadre. Au milieu de ces comités, il y a 2 revues qui vont être clés, qui elles sont plus orientées métier opérationnel et métier IT. Je vais commencer par la revue métier, puisque c'est quelque chose que je pense que vous connaissez. Et je vais reprendre mon exemple de dossier. Quand vous créez un dossier, par exemple, vous faites l'aspiration des boues dans le sous-sol, si vous avez ensuite un autre site, un autre lieu dans lequel il faut faire des aspirations de boue dans le sous-sol, vous n'allez pas recréer le dossier de zéro. Vous allez utiliser le travail qui a été fait par l'équipe qui a déjà implémenté le nouveau standard opérationnel et la solution digitale, et vous allez bâtir là-dessus
utiliser le 80% de commun et développer chez vous le 20% de spécifique du standard. Donc ça, c'est un facteur clé dans la vitesse, c'est-à-dire que capitaliser aussi bien sur les standards opérationnels que sur les standards digitaux. Hein, si vous avez développé une appli avec du code, par exemple sur un écran de login, vous n'allez pas refaire des écrans de login à chaque fois. Vous allez réutiliser ce que vous avez créé pour les premières applis et l'appliquer à toutes les autres. Vous allez gagner du temps. Donc ça, c'est ce qui vous permet d'accélérer en fait dans le passage à l'échelle. L'autre point qui est important, c'est votre choix, c'est le choix d'architecture technique. En fait, pour comprendre ça, le mieux, c'est encore de partir de la notion de dette technique. La dette technique, c'est quoi? C'est quand, en fait, vous faites un choix, vous décidez de ne pas respecter le standard, vous partez sur une technologie qui est obsolète ou qui n'est pas adaptée. En fait, vous allez accumuler de la dette technique. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous allez devoir faire un nouveau déploiement, vous allez devoir faire une modification, vous allez devoir re-rentrer dans ce que vous avez fait et le corriger. Vous allez devoir mettre à nouveau de l'argent pour repasser sur une autre technologie qui, elle, est plus à jour. Donc, faire ces bons choix dès le début, c'est clé pour le passage à l'échelle. Et ça, c'est le rôle typiquement du CTO et de ses product managers de faire ces choix-là. Alors, avec tout ce qu'on vient de dire là, il y a forcément un impact sur la mission du manager. En fait, ça va impliquer deux choses. Déjà, c'est de renforcer sa présence sur le terrain et puis de renforcer ses compétences. Alors, si on commence par les aspects terrain, donc dans sa posture managériale, ce qui va évoluer, c'est par rapport au lean. C'est pas tellement un côté observateur qu'il y a déjà, mais c'est un côté plus doer. C'est-à-dire que vous allez avoir des nouveaux usages, des nouvelles applications qui vont rentrer. Le manager doit descendre dans l'arène pour faire avec ses équipes, pour les aider à prendre en main. L'autre point, c'est que vous allez avoir accès de plus en plus de données qui vont vous permettre de prendre des décisions et de mettre en avant des problèmes. Donc, le sujet de la résolution de problèmes va devenir de plus en plus prégnant dans l'entreprise, tout simplement parce que vous allez en avoir de plus en plus qui remontent assez vite. Après, côté compétences, toutes les compétences qui existaient déjà, bon, compétences métiers évidemment, mais tout ce que vous connaissez sur le lean, sur le pilotage de performance, reste valable. Mais il y a de nouvelles compétences à acquérir. Au moins deux principales, ça va être l'aspect data management pour pouvoir en fait s'assurer que les données que vous avez, que vous manipulez, sont à la fois au bon standard, que vous n'avez pas de trous dans la raquette. Ça va être clé, que les managers comprennent que ces données-là, c'est à eux de les maintenir, tout simplement parce que vos systèmes vont être de plus en plus dépendants des outils digitaux que vous avez mis en avant. Typiquement, sur le pilotage, si vos données sont incomplètes, si vos données sont fausses, vous ne pourrez pas faire le pilotage tel que vous l'avez souhaité. Le deuxième point, c'est les basiques du product management, tout simplement parce que les équipes des managers vont être confrontées à des nouveaux profils comme les product managers qui vont venir travailler avec eux sur de la recherche utilisateur, du prototypage. Donc, il est important en fait que le manager puisse comprendre en fait quel est le rôle de ces personnes-là pour être un facilitateur dans la mise en œuvre. Et puis, pour terminer, la transformation, elle ne s'arrête pas évidemment au manager, elle va jusqu'au top management. Ici, on a pris un exemple du DSI. On a évoqué le terme CTO. Alors, sans dire qu'on va l'opposer avec le DSI, c'est quand même un rôle qui évolue assez fortement. On passe d'une logique où on avait des développements longs, par exemple sur des ERP où ça peut durer plusieurs années, avec des fournisseurs de solutions qu'il faut piloter. Par exemple, ça peut être SAP. Des sujets de sécurité, comme vous l'avez évoqué, qui sont plus souvent mis en avant. Ces sujets-là restent forcément valables, mais d'autres apparaissent. Étant donné que on a dit qu'on développait de plus en plus d'applications, notamment au niveau des équipes, la recherche l'expérience utilisateur, devient un élément clé dont le CTO en fait est responsable de l'application des meilleures pratiques
sur ces sujets-là. On a parlé également de la nouvelle technologie, de choix d'architecture. Évidemment, pour pouvoir faire les bons choix, il faut être au fait des dernières technologies, des dernières techniques, pour être sûr que on va pas accumuler de dettes techniques dans le futur. Voilà. Donc, il y a une transformation à faire aussi au niveau du top management. Ça ne s'arrête pas au DSI. Hein, les directeurs industriels ont aussi une transformation à faire, ne serait-ce que parce que leurs managers vont être formés au data management, vont être formés aux basiques du project management, donc eux aussi vont devoir l'être, peut-être même de manière encore plus poussée, tout simplement parce qu'ils vont devoir collaborer avec des CTO, ils vont devoir être capables de les comprendre. Donc, il faut qu'ils puissent parler le même langage et être capables de les challenger. Voilà, donc, pour terminer, là, sur les facteurs clés de succès, je vais laisser la parole à Michael. Ouais, donc 5 facteurs clés de succès, puis ensuite on va reprendre à nouveau vos questions qui sont liées à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le premier, vous l'aurez compris, c'est de transformer par petits morceaux. Donc de ne pas vouloir attaquer l'ensemble d'un seul coup, mais de bien prendre un périmètre managérial défini avec un enjeu et un sujet bien défini pour pouvoir montrer de l'impact rapidement et générer de la motivation des équipes. Mais ceci dit, à chaque fois qu'on est sur ce sujet local, intégrer quand même dès le début le passage à l'échelle pour garantir que derrière, on aura un impact sur toute l'entreprise. Le deuxième facteur clé de succès, c'est d'avoir une tour de contrôle qui soit intégrée dès le début aussi et qui permette d'essaimer justement pour capitaliser. Donc, c'est toute la notion de pilotage et de gouvernance digitale qui a été évoquée par Clément. Le troisième facteur clé, on en a parlé à l'instant, c'est d'inciter le top management en plus de ses compétences de base, à aller aussi concrètement comprendre les sujets de la tech dans un niveau de détail assez fin pour être capable tout simplement sur le terrain de comprendre ce qui est en train de se passer en termes de création d'usage, de création de valeur. Le quatrième point, c'est sur la façon de prendre des décisions, sur quels applicatifs seraient intéressants, etc., de ne pas le faire de manière en chambre et de manière top-down, mais de se baser sur l'usage, c'est-à-dire quand on lance un nouvel applicatif, de mesurer concrètement s'il est utilisé et s'il répond bien à ce qu'on avait prévu, et de rebondir jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui soit utilisable, et donc de se baser sur la donnée pour décider, et pas sur les intuitions qu'on pourrait avoir basées sur notre expérience passée, ce qui est souvent le cas. Et le cinquième facteur, qui est lié à toute la démarche elle-même, c'est d'hybrider à la fois les pratiques opérationnelles, les pratiques managériales, les compétences, les comportements et la tech, c'est-à-dire de transformer en profondeur sur toutes les dimensions en même temps et de ne pas faire un projet qui soit mono-sujet pour garantir que derrière, on va avoir des pratiques pérennes et un nouveau système de production. Je vous propose qu'on repasse aux questions. Si vous voulez en savoir plus, vous avez nos coordonnées ici. Il y a un livre qui s'appelle Hyper Manufacturing qui va sortir bientôt aussi, qui est déjà disponible. Et on prend tout de suite vos questions pour terminer ce webinaire. Antoine? Oui, je propose de revenir sur une question qui a été posée il y a déjà 20 minutes, qui avait trait aux contraintes liées à la sécurité sur la manipulation d'outils du type SaaS. Donc, c'est Romain Garcia qui posait la question. Pour les outils style Airtable, beaucoup plus flexibles et robustes en effet qu'un simple Excel, on rencontre souvent un frein de la part des DSI qui refusent l'utilisation des solutions qui n'hébergent pas la donnée sur site, notamment des entreprises aéro et défense. Donc, Renan a commencé à répondre sur l'existence de solutions SaaS 100% françaises avec OVH, notre champion national. Je propose, Renan, de revenir sur la réponse que tu as pu faire en termes de sécurité, parce que c'est quand même clé dans pas mal d'industries. La sécurité, c'est complètement clé. Et pour avoir eu un petit bout de ma carrière dédiée à la sécurité, je vais dire du mauvais côté du manche sans m'étendre, l'état de la sécurité IT en France et en Europe est désastreux. On prend un exemple. Saint-Gobain a dû arrêter 3 usines à cause d'une attaque informatique qui était faite sur des serveurs on-premise, donc pas dans le cloud. Ça leur a arrêté 3 usines pendant 3 mois. Tout le COMEX est complètement traumatisé de cette histoire. Plus près de nous, on a un fabricant de sous-vêtements, il me semble que c'est Obad, qui s'est mis sous la loi de protection des faillites à cause d'une attaque informatique sur des services qui n'étaient pas cloud, qui n'étaient on-premise. Du coup, quand on regarde les nombres et les chiffres, les attaques sur les services cloud et les attaques sur les services non cloud sont, en fait, il y en a autant, voire un petit peu plus sur l'on-premise. Donc, ce que ça veut dire, c'est que avoir les serveurs chez soi ou ne pas avoir les serveurs chez soi, de toute façon, la sécurité informatique, c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose qui est une question de défense et même, j'irais jusqu'à dire, de sécurité nationale. Le président de l'ANSSI, qui est en gros le DSI de l'État, nous l'a dit.
Aujourd'hui, on héberge plein de données qui ne sont pas en France. 2 exemples. Sanofi va héberger ses données par Microsoft, boîte pas très européenne. Airbus est en train de basculer tout sur Google Suite avec un mix de données qui vont être aussi sur des serveurs Google. Donc, à partir de là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une grosse dissonance sur la stratégie. Tout ça ne règle pas le problème fondamental qui est le vrai sujet, et le sujet qui est compliqué à mettre en place, c'est de créer une culture de la sécurité et d'avoir des gens à l'intérieur de l'entreprise qui vont savoir de quoi ils parlent quand ils parlent de sécurité. Avoir un data lake ou pas avoir de data lake, c'est pas ça qui va faire votre sécurité. Ce qui va faire votre sécurité, c'est le niveau de maîtrise de votre data lake et de vos données par les gens qui sont en charge de ces systèmes. Et aujourd'hui, on va être clair, il y a un océan devant nous et on n'a pas encore de maillot de bain, quoi. Je vais m'empresser de changer tout de suite de sujet, du coup. Il y a une question sur le product manager, qui est une fonction clé dans la démarche, et je vais laisser la parole à Clément. Ouais. Au niveau du product manager, en fait, son principal rôle, ça va être de faire le lien entre les opérationnels et les équipes qui vont développer le produit. Lui, vraiment, sa mission, c'est de comprendre quels sont les points durs que rencontrent les utilisateurs, de définir avec eux finalement quelles sont les fonctionnalités qui seront prioritaires, et puis derrière de driver l'équipe qui va se charger de mettre en œuvre, de créer le produit pour pouvoir le livrer le plus rapidement possible aux équipes afin de récolter leur feedback et puis surtout d'apporter de la valeur sur le terrain. Donc, en termes de compétences, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui soit extrêmement technique, qui sache coder, même si, évidemment, ça peut être un plus dans certains cas. C'est surtout une personne qui doit être capable de comprendre à la fois le métier opérationnel, mais aussi d'avoir les meilleures pratiques en termes de design, en termes de prototypage, pour pouvoir faire ce lien. Très bien, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là, Antoine, si tu es OK. On a déjà un petit peu dépassé l'horaire. Merci beaucoup à tous ceux qui ont permis que ce webinaire ait lieu, toute l'équipe OPO, les associés. Renan aussi, merci beaucoup pour ton aide. On sera très content de continuer la discussion avec vous. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour continuer ces discussions qui, comme disait Renan, qui ne font que commencer. Et donc, on vous dit au revoir. Et donc, dans 2 semaines, on a un Demo Days, donc une conférence qui impliquera un certain nombre d'industriels sur notamment le green et les nouveaux modèles industriels. Et puis, le 17 juin, on aura un webinaire qui sera dédié cette fois-ci au green, mais donc dans son application concrète dans l'entreprise. Et donc, on sera très heureux de vous retrouver à ces 2 occasions. Merci à toutes, à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.